Bonjour à vous tous, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis Jean-Paul de Godemar, le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, et j'ai à mes côtés Djemaïel Benbrahim, qui est le directeur régional de notre agence pour l'Afrique de l'Ouest, et puis Stéphano, que vous connaissez, qui est le directeur de ce campus numérique francophone de Cotonou. L'Agence universitaire de la francophonie, comme son nom l'indique, c'est un réseau d'universités dans le monde francophone qui a pour particularité de rassembler un très grand nombre d'universités qui partagent la langue française. Nous sommes actuellement à plus de 850 membres qui sont implantés dans 106 pays, dont font partie donc un certain nombre dont font partie des universités béninoises et en particulier l'université Abomey-Calavi où nous sommes aujourd'hui, qui est membre de ce réseau. Et l'agence a pour vocation d'accompagner ses membres, donc toutes ces universités, dans leur développement à une époque où les défis que rencontrent nos universités sont nombreux, en particulier parce que nous connaissons un mouvement qui est positif en lui-même, qui est l'accroissement très important du nombre d'étudiants dans les universités. Je pense que l'université, l'UAC ici, est un bon exemple de ce développement du nombre des étudiants. Mais qui dit plus d'étudiants dit aussi des questions liées à la qualité de l'enseignement supérieur qui est délivré. Et donc la question, c'est comment faire en sorte que ce plus grand nombre d'étudiants, cette plus grande diversité d'étudiants que nous accueillons, puissent bénéficier d'un enseignement supérieur qui reste supérieur, avec une qualité qui soit digne de ce qualificatif. Voilà, donc ce qui suppose beaucoup de choses, et en particulier, c'est une raison d'être de ce campus numérique, c'est d'aider à trouver des formes d'enseignement, des formes d'organisation pédagogique qui correspondent à cette nouvelle situation des universités, qui soient plus modernes, plus efficaces, mieux adaptées au public étudiant d'aujourd'hui, qui est un public lui-même souvent très familiarisé avec les outils numériques à travers portables, des portables, des tablettes, des micro-ordinateurs. Bon. Et souvent, notre enseignement est un peu en retard par rapport à ça dans l'utilisation de ces outils pédagogiques. Donc, comment contribuer à trouver des formes mieux adaptées d'enseignement. À côté de ça, il y a un autre grand sujet que je pense que vous connaissez bien dans ce pays, comme dans beaucoup d'autres pays, notamment en Afrique subsaharienne, qui est la question du devenir professionnel des diplômés. Que deviennent nos diplômés une fois qu'ils ont terminé leurs études? Et on sait que beaucoup d'entre eux ont beaucoup de mal à trouver une insertion professionnelle. Et ça soulève là aussi des questions quant à la nature des liens que les universités ont ou non pas avec leur environnement économique et social, la façon dont l'offre de formation est plus ou moins ou suffisamment professionnelle pour permettre une insertion plus facile, la capacité à encourager nos étudiants à ne pas se penser forcément uniquement comme des futurs salariés, mais aussi pouvoir imaginer eux-mêmes la création d'activités nouvelles, la création d'entreprises, l'entrepreneuriat. Bon. Voilà. Et là encore, le campus numérique peut être un lieu d'innovation, un lieu où des étudiants peuvent venir préparer un projet d'activité future, en même temps qu'ils se forment à des techniques qui peuvent leur être utiles. Voilà. Et plus généralement, la question qui se pose à l'université, c'est comment être ce qui est attendu d'elle par la société civile, par le pays tout entier dans lequel elle fonctionne, c'est comment être ces moteurs du développement qu'elles doivent être, parce que le développement aujourd'hui, il passe par la formation supérieure, il passe par la recherche, il passe par le transfert de technologie, c'est-à-dire il passe par tous ces éléments qui sont au cœur même de la raison d'être des universités et de leurs compétences. Mais on n'est pas toujours forcément suffisamment dans cette problématique-là, parce qu'on est parfois un peu pris par les problèmes quotidiens, par les difficultés même quotidiennes.
Et donc, il faut aussi avoir cette vision stratégique plus lointaine. Voilà, donc notre rôle, c'est d'aider nos universités dans cette direction-là. La première raison de ma présence à Cotonou, c'est que j'ai été invité par le CCG du CAMES, alors pardon des sigles, mais ça veut dire le Conseil consultatif général, je crois que c'est ça que ça veut dire, du CAMES, qui est le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, qui est l'organisation qui est à l'échelle de l'Afrique, essaye d'harmoniser l'enseignement supérieur entre les différents pays et qui joue un rôle très important dans la dynamique de l'enseignement supérieur en Afrique. Et donc j'ai été invité, parce que en tant qu'AUF, je ne suis pas membre en tant que tel du CAMES, mais j'ai été invité par les responsables du CAMES à venir présenter la stratégie de notre agence. Et c'est cette stratégie que je viens de vous présenter en quelques mots, autour des notions de qualité, d'employabilité et de développement. Voilà, donc ça c'était la première raison de ma présence qui m'a permis, notamment hier, de participer à cette assemblée qui regroupe en fait un grand nombre de recteurs africains qui venaient de je ne sais pas combien de pays, mais 19 pays, puisque le CAMES représente 19 pays. Et donc il y avait plusieurs dizaines de recteurs qui représentaient ces 19 pays. Et donc pour moi c'était évidemment une occasion excellente de rencontrer ces recteurs, de débattre avec eux, de mieux comprendre la réalité des universités africaines et par là même de pouvoir présenter ce que nous pouvons faire ensemble avec eux. Et le recteur de l'UAC est évidemment un des membres éminents de cette assemblée, qui d'ailleurs, je pense que la plupart des recteurs qui étaient là étaient des recteurs d'universités qui sont membres de notre réseau d'universités et de l'Agence universitaire de la francophonie. Voilà, mais évidemment, j'ai aussi profité de cette occasion, et c'est la raison de ma présence ici ce matin, d'abord pour essayer de découvrir, parce que je n'avais jamais eu l'occasion de le faire jusqu'ici, le campus de l'université d'Abomey-Calavi, du moins son campus principal, et puis de venir rendre visite à notre équipe, qui est notre équipe locale, ici, notre représentation locale, qui anime le campus numérique francophone dans les locaux où nous sommes aujourd'hui. Et pour ceux d'entre vous qui ne les connaissaient pas, peut-être l'occasion de le découvrir comme un lieu qui est vraiment un lieu ouvert, un lieu mis à la disposition des étudiants et des enseignants-chercheurs. Je suis heureux d'ailleurs d'avoir en face de moi deux enseignants-chercheurs qui sont des usagers, des habitués de ce lieu et qui, je l'espère, leur ont rendu service dans leur parcours et dans leurs travaux. Et l'illustration, parce que c'est l'illustration au fond de ce à quoi nous essayons de servir. Alors nous sommes de ce point de vue d'ailleurs dans une réflexion importante, parce que quand ce campus a été créé, c'était il y a 20 ans, peut-être un peu plus même, 95, donc ça fait 22 ans. C'était probablement le seul lieu dans l'université où on pouvait faire du numérique, enfin on disait pas ça à l'époque comme ça, mais de l'informatique éducative, des TIC, on appelait les TIC, même on disait les NTIC, c'est-à-dire les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Bon, aujourd'hui ce vocable paraît un peu décalé parce que tout ça n'a plus rien de très nouveau, même si ça se renouvelle sans cesse. Bon, et donc il y a plus de 20 ans, c'était vraiment un lieu très unique dans son genre. Et puis au fil des années, et c'est heureux qu'il en soit ainsi, l'université a elle-même pris en charge le développement de l'informatique, s'est équipée. Maintenant, c'est un lieu qui est connecté sur Internet. Bon. Et donc, les missions de notre campus numérique, forcément, doivent évoluer, puisque nous n'avons plus, évidemment, le monopole de la connexion Internet, même si nous restons un lieu dédié à des formations, notamment des formations à distance que nous pouvons délivrer. Nous essayons aussi de diversifier les services que nous voulons rendre, et nous voulons en faire ce qu'on appelle communément un tiers-lieu, c'est-à-dire un lieu encore plus ouvert, non seulement sur l'université qui l'accueille, mais plus généralement sur la société civile,
de façon à ce que ce soit un lieu d'innovation dans toutes les dimensions de ce terme. Alors, innovation sur le plan, bien sûr, pédagogique, puisque nous sommes dans une université, innovation en matière de recherche, en matière de gouvernance, puisque nous avons aussi à accompagner les cadres des universités dans les nouvelles formes de gouvernance. Et puis, nous souhaitons aussi l'ouvrir notamment à ce problème que j'évoquais tout à l'heure sous le terme d'employabilité, c'est-à-dire que ce soit des lieux aussi où des étudiants puissent construire un projet professionnel. Une sorte d'incubateur d'une certaine façon, c'est-à-dire où les étudiants puissent trouver des éléments à côté d'autres projets qui existent ici. J'étais ce matin avec la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui me parlait de ce grand projet qui s'appelle la Cité internationale de l'innovation et du savoir, qui a aussi cette vocation de rassembler des projets de type incubateur. Et donc nous souhaitons mettre notre compétence, notre expertise, notre expérience au service de cette dimension-là, puisque nous savons bien que pour le Bénin, c'est extrêmement important qu'au-delà des bonnes formations que nous pouvons délivrer ici, et notamment qui permettront à des étudiants de trouver leur place dans les emplois disponibles, que ce soit dans la fonction publique ou dans les entreprises qui recrutent, mais que ce soit aussi un lieu où on puisse créer de l'activité nouvelle. Parce que le décalage entre les emplois susceptibles d'être offerts et le nombre de diplômés qui sortent d'une grande université comme celle-là est forcément un décalage quantitatif qu'il faut combler par autre chose. Et qu'il faut combler justement par cette dynamique de l'entrepreneuriat, de la création d'activités nouvelles. Et nous faisons confiance à cette jeune génération, les jeunes diplômés qui ont vocation à être les moteurs du pays dans les années qui viennent, pour être eux-mêmes donc les moteurs de cette création d'activités. Donc voilà le sens de ma présence ici. Je viens d'évoquer à l'instant ma rencontre avec la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Évidemment, ma venue à Cotonou devait passer par cette rencontre avec l'autorité politique qui a la tutelle sur nos universités. Et je pense que nous avons offert aussi à la ministre, dans le cadre notamment de ce plan très ambitieux de développement qui s'appelle le plan Bénin révélé, que vous connaissez, j'imagine. Nous avons offert nos services pour aider justement l'université béninoise à franchir quelques étapes dans l'ambition dont j'ai rappelé tout à l'heure les grandes lignes, en matière de qualité, en matière d'employabilité de nos diplômés, en matière de participation au développement plus généralement du pays. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire pour vous expliquer le sens de ma présence, vous remercier encore d'être là, et puis vous dire que je suis à votre disposition pour les questions que vous avez envie de me poser. Vous avez dit que vous avez offert, lors de votre rencontre avec la ministre, votre disponibilité à accompagner le gouvernement béninois dans son projet, dans son programme d'action. De façon concrète, qu'est-ce qui va être fait? Qu'est-ce que vous allez apporter de façon concrète au gouvernement, à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement? C'est là ma question. Tout à l'heure, vous avez parlé des centres d'incubation. Je vais vous informer que le gouvernement béninois aussi est dans cette logique-là, à travers son programme d'action du gouvernement 17-21, qui sera mis en œuvre dans quelques mois. Et en parlant de centre d'incubation, l'université également, la Bourgogne Calavi également, est en train de faire des efforts dans ce sens-là. Vous avez parlé d'entrepreneuriat. Concrètement, nous voulons savoir les faits sur lesquels nous pourrons apprécier les efforts de l'AUF dans quelques années. Et sur quoi on peut vous attendre à la fin. Est-ce qu'il y aura des centres qui seront construits en faveur des étudiants? Est-ce qu'il y aura des experts qui seront envoyés, former des étudiants dans ce domaine-là? Puisque aujourd'hui, il y a
l'attente, c'est l'autonomisation des apprenants. Il faut que les apprenants soient à leur charge eux-mêmes. Et je vous rappelle que le plan décennal du secteur de l'éducation pour l'année post-2015 est également en train de miser sur ça. Ça ne sera plus sur des formations classiques, mais sur des formations professionnelles. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc ma question, c'est de savoir les faits sur lesquels on pourra vous attendre d'ici quelques années. J'ai noté plus la formation ouverte à distance, où on peut permettre à d'autres étudiants qui ne sont pas nécessairement à Bomey-Calavi, qui sont peut-être dans d'autres villes, pour suivre des formations à distance. Donc je sais que l'AUF offre cette possibilité. En fait, l'AUF lance des appels à projets, en fait, pour que les universités désireuses d'avoir cette opportunité puissent s'inscrire. Et comme l'UAC, pour le moment, n'a pas encore une FOAD, en fait, une formation ouverte à distance, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une possibilité, un appui que l'AUF peut donner dans ce sens? Bon, la force principale de notre réseau, c'est d'être un immense réservoir d'expertise qui est constitué par l'expertise non seulement de notre équipe, mais plus encore l'expertise des universités qui sont membres de notre réseau. Et l'avantage d'un réseau comme le nôtre, plus de 850 universités implantées dans une centaine de pays, c'est que nous avons, je dirais, tous les types d'universités, tous les stades de développement, depuis des universités qui ont franchi déjà toutes sortes d'étapes, jusqu'à des universités plus jeunes qui sont en train de découvrir des problèmes pour lesquels elles ne sont pas toujours armées pour répondre. Et donc, dans chaque cas de figure, ce que nous proposons, c'est, en nous appuyant sur cette expertise-là, en nous appuyant sur les innovations qui sont conduites chez nos membres, de trouver un moyen de les adapter à d'autres contextes. Et c'est comme ça que nous avons appris à développer, par exemple, tout ce qui est formation à distance, utilisation du numérique dans la pédagogie, toutes choses que nous avons pu faire passer d'une certaine façon de certaines universités à d'autres, trouver des formes d'adaptation, parce que chaque université est différente d'une autre. Chaque pays a des particularités, des cultures et des histoires différentes. Bon, donc il faut tenir compte, on ne peut pas plaquer comme ça un modèle sur un autre, il faut trouver les bonnes façons de s'adapter. Donc notre force, elle est là, elle est dans ce rôle au fond d'intermédiation que nous pouvons jouer, dans cette facilitation de la mise en contact des universités les unes avec les autres. Quand notre agence a été créée il y a plus de 50 ans maintenant, il y avait deux idées à la fois simples mais très fortes et très actuelles encore aujourd'hui. La première idée, c'était celle d'une solidarité active entre universités. Et ça, plus que jamais, à l'époque, quand ça a été créé, il y avait beaucoup moins d'universités qu'aujourd'hui. D'ailleurs, notre agence en regroupait une petite quarantaine à l'époque, simplement. Bon. Et aujourd'hui, vous savez à quel point le monde universitaire s'est développé. Le nombre d'étudiants a doublé en 15 ans. Il va encore doubler dans les 10 ans qui viennent. Et l'Afrique est d'ailleurs le principal élément qui participe à cet accroissement par la jeunesse de sa population, et puis aussi par le fait qu'il y a de plus en plus la proportion de jeunes Africains qui vont à l'enseignement supérieur est beaucoup plus importante qu'avant. Bon. Donc tout ça, qui sont des éléments extrêmement positifs, sont importants. Et donc nous avons la possibilité de faire bénéficier des relativement jeunes universités comme les vôtres de cette expérience plus ancienne. Les universités ont appris, alors ça dépend des pays, mais dans beaucoup de pays, pas depuis si longtemps, que les universités devaient, si j'ose dire, savoir abattre un peu leurs murs et leurs tours d'ivoire et à se tourner davantage vers la cité, vers leur environnement. Ce qui n'a pas été toujours facile ni simple, même dans les pays qui ont une culture universitaire plus ancienne, je dirais même dans certains pays
y compris des pays dont vous avez hérité un certain nombre de choses. Je pense à la France, par exemple. Il n'y a jamais eu de relation très étroite entre le monde universitaire et le monde et leur environnement économique et social. Bon. Donc il y a toujours eu parfois une forme de méfiance réciproque. Bon. Et ça se traduit malheureusement dans ces cas-là par un manque d'accroche, je dirais, entre la formation universitaire et la réalité du monde dans lequel entrent les diplômés. Bon, mais ça, depuis maintenant quelques années, les universités ont appris ou ont compris d'abord que c'était une étape qu'il fallait franchir, qu'il y avait des réticences qu'il fallait, de ce point de vue, apprendre à surmonter. Et donc cette problématique de l'entrepreneuriat, maintenant se développe, et je dirais se développe à toute allure, même dans des pays où la relation entre la formation supérieure et l'emploi n'est pas si mauvaise. Mais dans tous les pays, on se rend compte à quel point il est important que les étudiants n'aient pas qu'une formation théorique abstraite, mais soient, dès leurs études, confrontés à la réalité dans laquelle ils vont entrer plus tard. Alors, ce que nous pouvons amener de ce point de vue, c'est précisément les expériences que certains membres de notre réseau ont déjà développées. Je vais en citer une qui pourrait tout à fait trouver son application ou sa transposition ici au Bénin. Nous avons observé dans un certain nombre de pays qu'il était parfois difficile à un étudiant à la fois de conduire ses études sérieusement, dans l'optique d'obtenir son diplôme le plus rapidement possible, en tout cas dans les temps, et en même temps de réfléchir à un projet de création d'entreprise, parce que c'était souvent d'abord difficilement compatible en termes de temps, puis aussi parce que ses études ne lui apportaient pas forcément les éléments pour préparer son projet. Et donc nous avons un certain nombre d'expériences qui pourraient très bien trouver leur traduction ici au Bénin, où les universités acceptent cette idée et aménagent les parcours des étudiants de façon à leur permettre de conduire les deux. Une sorte de statut d'étudiant entrepreneur, en quelque sorte, qui permet à cet étudiant non seulement de pouvoir conduire ses études, mais avec des aménagements du temps, des choses comme ça, et puis surtout un environnement adapté, et le CNF pourrait tout à fait jouer ce rôle, puisse bénéficier des services dont a besoin un futur créateur d'entreprise. Un environnement juridique, un environnement alors informatique, bien sûr, des accompagnements pour trouver des financements. Bon, enfin bref, tout cet écosystème qui est indispensable à la création d'entreprise. Et de ce point de vue, quand la ministre m'a parlé notamment de la Cité internationale de l'innovation et du savoir ou d'autres projets qui figurent derrière le programme de développement, je me suis dit que nous étions très en phase et que nous pouvions tout à fait avancer. En matière de formation professionnelle, nous avons aussi l'expérience, l'expertise, donc là encore, du montage de formations véritablement professionnalisantes qui ne soient pas, disons, professionnelles que sur le papier. C'est-à-dire, malheureusement, c'est souvent le cas de certaines formations. Elles se présentent et elles ont une vocation à être des formations professionnelles, mais elles sont délivrées dans des conditions qui ne permettent pas aux étudiants de découvrir réellement les réalités d'un métier. Et donc l'enjeu, je pense, au Bénin, et je crois que c'est un des enjeux du programme gouvernemental, c'est de construire une offre de formation qui soit davantage ancrée sur les réalités des métiers, qui comporte d'ailleurs dans son parcours, dans ses cursus, peut-être même un peu plus que des stages, mais des séjours en entreprise suffisamment sérieux, je dirais, approfondis, pour que les jeunes qui s'engagent dans une formation de ce type, quel que soit le secteur concerné, puissent prétendre ensuite avoir déjà un début d'expérience professionnelle et donc être beaucoup plus armés pour être employés par les secteurs concernés ou éventuellement créer leur propre activité dans ce secteur. Alors ça suppose une chose qui est encore trop peu développée dans beaucoup de nos pays, et je pense que c'est le cas du Bénin, c'est que les universités et les milieux professionnels apprennent à travailler ensemble de manière régulière, apprennent à réfléchir ensemble, apprennent à concevoir ensemble des offres de formation,
qu'il n'y ait pas d'un côté l'université qui réfléchit dans son coin, de l'autre les milieux professionnels qui fassent ce qu'ils ont à faire, mais qu'il y ait des rencontres suffisamment organisées et régulières pour qu'on puisse construire ensemble les offres de formation qui ont cette visée-là professionnelle. Et l'université est parfaitement capable de délivrer à la fois des formations à caractère très universel qui visent notamment la science de haut niveau dans les formations les plus pointues et les plus élevées, mais en même temps se soucier de ce que j'appelais tout à l'heure l'ancrage territorial, se soucier de sa contribution au développement du pays à travers notamment ces formations professionnelles. Donc voilà ce que nous avons en tête. Et ce que nous pouvons attendre, c'est un tout petit peu tôt pour le dire, puisqu'il ressort de notre échange avec la ministre que nous sommes mis d'accord sur l'idée de bâtir ensemble un programme de travail. C'était mon premier contact avec la ministre et nous sommes parvenus à cette conclusion. Et donc nous avons chargé nos équipes respectives, la nôtre ici et l'équipe que désignera la ministre, pour construire le plus rapidement possible un programme de travail qui identifiera des priorités, parce que votre plan, il est très ambitieux, il couvre énormément de champs. Et il y a d'ailleurs la partie enseignement supérieur recherche ne couvre qu'un aspect parmi d'autres, mais dans ce seul chapitre du programme gouvernemental, il y a place pour beaucoup de choses. Et il nous revient dans les semaines et mois qui viennent de construire ce plan, de le faire adopter. Et j'espère avoir le plaisir de revenir dans quelques mois pour signer une convention, un programme de travail véritablement avec votre ministre à partir de ce que nous aurons identifié comme priorité. On en voit bien les grandes lignes, hein, c'est notamment tout ce qui va concerner une offre de formation qui peut être de différents types, hein, notamment pour aider à la qualité, dont on parlait tout à l'heure, pour aider à la professionnalisation, on vient de parler, la manière dont nous pouvons jouer ce rôle d'intermédiation avec les milieux professionnels, hein, pour aider à la construction de ces formations professionnelles. Bref, ça, alors en identifiant peut-être des secteurs prioritaires de formation, j'ai compris qu'il y avait un certain nombre de secteurs prioritaires que le programme gouvernemental identifiait. Je crois qu'il y a ce qui concerne l'agriculture qui a déjà démarré. Il y a le tourisme sur lequel nous avons des expériences aussi qui peuvent être utiles au Bénin pour développer des formations professionnelles dans le domaine touristique, dès lors que le Bénin veut se doter d'une politique touristique ambitieuse. Nous avons identifié aussi le secteur du bâtiment, des travaux publics, qui est un secteur toujours très important dans un pays en développement. Voilà, donc nous avons commencé à identifier ce secteur, il y en a peut-être d'autres, et donc nous sommes en train de construire ce programme de travail. J'espère que nous pourrons vous présenter dans un délai relativement bref, un programme plus précis. Hein, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est cet accord de principe que nous avons pour construire ce programme de travail. Nous encourageons évidemment ce développement, dès lors que ce sont sur des projets qui nous paraissent correspondre à nos priorités. Je prends l'exemple d'un sujet qui préoccupe beaucoup le gouvernement béninois à l'évidence, qui est la formation des enseignants, le recrutement et la formation des enseignants. Je crois que le gouvernement est parfaitement conscient des difficultés d'encadrement et des manques qui existent aujourd'hui dans l'encadrement universitaire, et donc un plan ambitieux de recrutement de nouveaux enseignants qu'il faudra non seulement recruter, mais former, et je l'espère d'ailleurs que pourront être introduits dans leur formation des éléments touchant à la maîtrise de l'outil numérique, notamment pour enseigner de façon inventer un nouveau modèle pédagogique, mieux adapté à la réalité béninoise. Bon, et nous avons commencé à produire des outils, notamment nous avons ce qu'on appelle en bon français un MOOC, c'est-à-dire une formation destinée justement à former les enseignants aux technologies de communication et à la production d'outils numériques. Bon. Alors, dès lors que
Les formations à distance sont conçues dans cet esprit-là de modernisation. Nous avons un appel d'offres permanent, en quelque sorte, pour les aider à cette production. Nous avons même produit un outil qui est seul au monde, d'ailleurs, aujourd'hui, qui est un métaportail, qui s'appelle le métaportail ID9, que je vous incite à aller regarder, d'ailleurs, qui a vocation à rassembler les ressources numériques pour l'enseignement supérieur francophone et pour la plupart d'entre elles en libre accès, c'est-à-dire qui sont mis à la disposition non seulement des étudiants, mais des enseignants qui peuvent s'en servir pour utiliser leurs cours, pour construire leurs cours. Donc une vitrine des produits disponibles, mais également, comme toute vitrine, quand on voit une vitrine, on a parfois envie d'être dedans. Et donc c'est une incitation aussi à produire des ressources nouvelles. Et en particulier, nous sommes très soucieux que des pays qui n'ont pas beaucoup d'expérience encore dans la production de ressources numériques, et je crois que le Bénin en fait partie, de les encourager à s'y mettre, et d'offrir un métaportail de ces ressources francophones qui soit le plus diversifié possible, qui soit le plus à l'image, je dirais, de la diversité de la francophonie. Et donc, vive les Béninois qui se lancent là-dedans. Si nous pouvons les aider, les encourager, à travers cet appel permanent lancé notamment par notre institut spécialisé là-dedans, qui est localisé à Tunis, qui s'appelle l'IFIC. Voilà, et donc tous les jeunes enseignants, enfin jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, enseignants béninois qui ont envie de s'y lancer. D'abord, on est là pour les accompagner parce que ça ne s'improvise pas. Il faut un minimum de base et le campus numérique est là pour les aider dès lors qu'ils expriment l'envie de le faire. Et puis ensuite, notamment grâce à ce portail, les aider à faire connaître leurs produits et faire diffuser au-delà de l'usage local qu'ils peuvent en avoir.